Un millionnaire tomba par hasard sur une petite fille frissonnant alors qu'elle fouillait dans une benne à ordures la veille de Noël. D'un seul petit geste, il allait involontairement dévoiler un cruel secret que cette puissante famille avait lutté pour garder enfoui pendant des années. Il n'avait aucune idée qu'au moment où il tendrait la main pour aider, il toucherait une vieille blessure non cicatrisée et déclencherait une confrontation qui secouerait toute la ville de Riverside. Et la vérité qu'il était sur le point d'entendre, personne ici n'avait jamais osé la prononcer à voix haute. Du fond de la rue, Nathan Spencer, un homme d'affaires prospère d'une 50aine d'années, rentrait lentement chez lui. Depuis le décès de sa chère épouse, son monde s'était réduit à son travail et à sa jeune fille, Tessa. Ce soir-là, le vent hurlant et le vide de la rue déserte rendaient la solitude plus pesante que jamais, jusqu'à ce qu'il aperçoive cette petite silhouette. Un bruit sec et cliquetant provenant du coin ombragé près d'une énorme benne à ordures industrielle tira Spencer de ses pensées. Il tourna légèrement la tête. Sous la faible lueur vacillante du lampadaire, une petite silhouette voûtée fouillait dans des sacs en plastique noir et sale, ses mains tremblantes. Au début, il pensa que c'était peut-être un animal errant, mais lorsqu'il s'approcha un peu, la forme prit de la netteté. Une petite fille, pas plus de 5 ans, dans un pull râpé, ses longs cheveux emmêlés tombant sur la moitié de son visage. Elle était penchée, comme si elle cherchait quelque chose de la plus haute importance. Ses petites mains continuaient à gratter les ordures, le bruissement des déchets jetés résonnant dans le silence. Spencer s'arrêta net. Sa poitrine se serra. Il fixa cette petite silhouette, essayant de donner un sens à cette vision impossible. Pourquoi une enfant serait-elle ici à cette heure, par une veille de Noël glaciale, à fouiller dans les ordures? Avant qu'il ne puisse bouger, une voix dure et assourdissante brisa le silence du fond de la rue. Dehors! Ne fouille pas dans mes poubelles! Spencer se retourna brusquement. Un homme d'âge moyen dans un tablier sale se précipitait vers eux depuis l'entrée d'une épicerie à quelques dizaines de mètres, brandissant un vieux balai. Il le brandit, projetant un jet de neige sale vers la petite fille. Ruby tressaillit. Ses yeux fatigués s'écarquillèrent, mais aucune larme ne vint. Elle serra quelque chose dans ses mains, un morceau de pain rassis et dur comme la pierre, et se recula contre le mur froid en briques, essayant de se protéger des coups de balai et des insultes de l'homme. Son petit corps tremblait de façon incontrôlable. Spencer vit tout cela. Une bouffée de colère monta en lui, un sentiment qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps. Ça suffit. La voix de Spencer était basse mais ferme. Il s'avança à grands pas, ses longues enjambées le menant rapidement entre le propriétaire du magasin et la petite fille. Sa haute stature devint une barrière solide entre elle et l'agression de l'homme. Le propriétaire du magasin se figea, plissant les yeux vers Spencer avec irritation. Quoi? Et qui diable êtes-vous pour fourrer votre nez là-dedans, grommela-t-il, bien que son ton ait perdu de sa force. Spencer ne répondit pas. Il resta ferme sur ses positions, les yeux calmes. Le propriétaire du magasin réalisa que ce n'était pas quelqu'un à prendre à la légère. Il marmonna quelques jurons entre ses dents et se détourna, lançant une dernière insulte dans l'air froid en se retirant, petit mendiant crasseux. L'espace redevint silencieux, seulement brisé par le hurlement du vent et les respirations rapides et irrégulières de Ruby. Elle restait pressée contre le mur, ses grands yeux fixés sur Spencer. On y lisait à la fois la panique et une profonde lassitude ancrée, comme quelqu'un de bien trop familier d'être mise de côté, attendant maintenant simplement que Spencer fasse de même. Spencer ne s'approcha pas. Il fit un pas en arrière, gardant une distance de sécurité. Puis, il baissa lentement son regard, essayant de rendre sa grande stature moins intimidante. Doucement, il déboutonna son manteau et en sortit un paquet de mouchoirs scellés et une barre de céréales emballées. Il les lui tendit, paume ouverte, sans la forcer. Ruby ne bougea pas. Elle fit un léger hochement de tête négatif. Ses petites mains restèrent serrées autour d'un morceau de pain rassis et d'un vieux bouton effiloché, comme s'ils étaient de sacrés talismans. Son souffle s'enroulait en de minces nuages blancs dans le froid mordant. Spencer ne la força pas. Il savait que chaque mouvement qu'il ferait à ce moment précis serait remarqué et jugé par elle. Lentement, il désigna une fenêtre éclairée au bout de la rue, d'où une lueur chaude de son manoir s'étendait sur la neige. Il fait bien plus chaud là-bas. Tu peux t'asseoir sur le porche et boire une tasse de chocolat chaud. Ensuite, tu pourras partir, si tu veux. Spencer souligna les mots, si tu veux, lui donnant la seule chose qu'elle avait probablement perdue depuis longtemps, le droit de choisir. Ruby hésita. Son visage était rougi par le froid, mais ses yeux retenaient encore la confiance.
Une rafale de vent soudaine fouetta des morceaux de déchets sur son visage. Elle leva rapidement la manche déchirée de son manteau pour se protéger. À ce moment-là, Spencer vit sa fragilité, sa solitude claire comme le jour. Le regard de Ruby se fixa sur le faisceau de lumière chaude de la maison. Entre le froid glacial et son offre chaleureuse, un choix commença à prendre forme dans son esprit. Elle inspira profondément, puis fit le plus léger des hochements de tête, si infime qu'il était presque imperceptible. Spencer comprit. Il se tourna, s'avançant d'un demi-pas seulement, gardant la distance de sécurité entre eux. Il ne la toucha pas, ne la pressa pas. Il la laissa prendre la décision finale elle-même, la laissa faire les pas seuls vers la chaleur. Derrière lui, la petite ombre de Ruby se déplaça lentement, chaque petite empreinte pressée dans la neige blanche, menant vers la lumière dorée se déversant du porche de Spencer. Elle ne le savait pas encore, mais ses pas étaient les premiers dans un monde entièrement nouveau, un monde dont elle n'avait jamais osé rêver. Ruby monta lentement les 3 marches de granit. La lumière chaude et jaune se déversant du porche de Spencer enveloppait sa petite silhouette comme une étreinte invisible. Elle se pencha, toussant violemment. Ses poumons semblaient se déchirer, les toux durs et rapides résonnant dans la nuit silencieuse. Son corps tremblait par vagues. Spencer s'approcha immédiatement. Il ne la toucha pas, gardant une distance respectueuse, mais ses yeux étaient emplis d'inquiétude. Ce n'était pas une toux ordinaire. Cela ressemblait à une déchirure dans sa gorge, accompagnée d'un sifflement rauque. Dans la lueur de la lumière du porche, il remarqua que ses joues étaient anormalement rouges. Aussitôt, il sut ce qu'il avait soupçonné, elle avait de la fièvre. Il tendit la main et posa doucement une tasse fumante de chocolat chaud sur la marche du porche, près de ses pieds, retirant sa main aussitôt et reculant à nouveau. Ruby se tenait toujours en appui sur ses genoux, toussant. Elle regarda le léger tourbillon de vapeur s'élevant de la tasse, comme si c'était quelque chose d'étrange et d'inhabituel. La douce odeur de cacao flottait dans l'air froid de la nuit, une odeur inconnue pour elle. Lorsque sa toux s'apaisa, elle se pencha en avant, souffla légèrement sur le bord et prit la plus petite des gorgées. Le goût doux amer et délicat se répandit sur sa langue, apaisant la sécheresse irritante de sa gorge. À ce moment précis, la porte du salon s'entr'ouvrit. Tessa, la fille de Spencer, apparut dans l'embrasure, serrant sa poupée préférée. Ses grands yeux ronds étudièrent la nouvelle invitée avec curiosité. Elle sortit sur le porche, ni timide ni excessivement entreprenante. « Tu veux t'asseoir près de la cheminée ?» demanda Tessa d'une voix claire et innocente, désignant les flammes chaudes dansant dans le foyer, visibles à travers les portes vitrées du salon. Il n'y avait aucun jugement ni aucune suspicion dans son regard, seulement la pure curiosité d'une enfant. Spencer regarda Ruby, l'incertitude clairement visible sur son visage. Il savait qu'il devait agir immédiatement. Il posa sa main le plus légèrement possible sur son front. Sa peau était brûlante. Tirant un petit thermomètre numérique de sa poche, il le pressa doucement contre sa tempe. Un léger bip retentit, 38,5 degrés Celsius, 101,3 degrés Fahrenheit. Ruby avait de la fièvre. Il se redressa et se tourna vers le téléphone posé sur une petite table près de la porte. « Je dois appeler les services sociaux tout de suite », dit-il, sa voix un mélange de préoccupation et de détermination. Il savait que c'était la procédure appropriée, son devoir légal lorsqu'il rencontrait un enfant errant et malade. Instantanément, la tête de Ruby se releva d'un coup, ses yeux écarquillés de peur. « Non. N'appelez pas les gens du gouvernement », lâcha-t-elle, sa voix minuscule mais pleine de panique. Ses mains serrèrent instinctivement le vieux bouton qu'elle portait toujours. « Juste un petit peu plus longtemps, s'il vous plaît, monsieur. » Juste un petit peu plus longtemps, supplia-t-elle, comme terrifiée de tout ce qui était lié aux gens du gouvernement. Spencer s'arrêta, rencontrant ses yeux. Il comprit. Il savait que forcer la jeune fille à entrer dans le système à ce moment-là ne pourrait causer plus de tort. Elle était malade, et ce dont elle avait le plus besoin à cet instant, c'était de chaleur et de sécurité, pas de procédure légale. Il inspira profondément. « D'accord, » dit Spencer, sa voix s'adoucissant. « Écoute, Ruby, je ne vais appeler personne pour l'instant, mais tu as besoin de soins. » Il jeta un coup d'œil à son salon douillet, puis à la nuit glaciale et enneigée à l'extérieur. Il prit une décision temporaire, une décision qui allait à l'encontre de sa prudence habituelle, mais suivit l'appel de sa conscience. « Tu as besoin d'un bain chaud. J'ai un vieux pyjama de Tessa qui t'ira. Juste pour cette nuit, Ruby, tu dormiras dans le salon,
juste à côté de la cheminée. La porte restera ouverte, et je dormirai ici, sur le canapé. Il désigna le long canapé et le foyer chaleureux, comme pour la rassurer. Tu es en sécurité ici, juste pour cette nuit. Ruby regarda Spencer, puis Tessa, puis la poupée dans ses mains. Elle hésita encore, mais le froid et la fièvre qui tourmentaient son petit corps lui laissèrent peu de choix. Finalement, elle fit un léger hochement de tête, faible mais portant une trace d'acceptation. Spencer conduisit Ruby à la salle de bain. Il laissa l'eau chaude remplir la baignoire, plaça une douce serviette de bain à côté et posa le pyjama rose pâle de Tessa sur l'étagère. « Vas-y, prends ton bain. Je t'attendrai dehors, dit-il, fermant la porte presque entièrement. Après le bain, Ruby enfila le pyjama de Tessa. Il était beaucoup trop grand, mais doux et chaud. Spencer avait préparé un bol fumant de soupe au poulet. Ruby mangea très lentement, cuillerée par cuillerée, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Tessa s'assit à côté d'elle, ne disant rien, observant simplement en silence. Quand Ruby eut fini, Tessa plaça sa poupée de rechange, une minuscule fée aux ailes scintillantes, sur le matelas à côté de Ruby. « Elle te protégera des cauchemars », murmura Tessa, sa voix douce et gentille. La nuit s'épaissit. Spencer était allongé sur le canapé dans le salon, un œil ouvert, écoutant chaque respiration de Ruby. Elle s'était endormie profondément sur le matelas moelleux, serrant la poupée protectrice de cauchemars. Mais vers minuit, Ruby se réveilla brusquement. Elle marmonnait dans son sommeil, prise au piège d'un cauchemar. Spencer entendit clairement le murmure brisé et tremblant empreint de peur. « Non. Ne me renvoyez pas. Je serai sage. S'il vous plaît, ne me laissez pas dehors. » La voix était un plaidoyer désespéré d'une enfant. Spencer plissa les yeux, mémorisant chaque mot. Il se redressa, fixant l'obscurité. « Ne me renvoyez pas. Ne me laissez pas dehors. » Les mots le hantaient. Ils étaient trop spécifiques, trop vivides pour être un rêve quelconque. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus profond caché derrière l'arrivée de Ruby, une peur terrifiante de l'abandon gravée au plus profond de son subconscient. Tôt le lendemain matin, Spencer fut réveillé par les toux sèches et rapides de Ruby. Il se leva rapidement du canapé et se précipita vers le matelas où elle était allongée. Posant sa main sur son front, il réalisa que sa fièvre avait encore augmenté par rapport à la nuit précédente. Sa peau était brûlante, et sa respiration était faible et laborieuse. Ruby dormait toujours, mais son petit visage était tendu, montrant clairement l'inconfort de sa maladie. Elle avait besoin d'un médecin immédiatement. Spencer n'hésita pas. Il appela sans tarder le docteur Allen, un vieil ami et également son médecin de famille, et expliqua brièvement la situation. Lorsque le docteur Allen arriva, l'atmosphère du salon prit un ton sérieux. Il examina Ruby attentivement, écoutant ses poumons et vérifiant ses autres symptômes. Infection respiratoire, accompagnée de déshydratation, conclut le docteur Allen, sa voix calme mais ferme. Sa fièvre est assez élevée. Je lui prescrirai un antipyrétique et des antibiotiques, et je vous donnerai des instructions détaillées pour des soins spéciaux. Elle doit être surveillée de près. Il écrivit rapidement l'ordonnance et passa en revue le dosage et les instructions avec Spencer. Environ une demi-heure plus tard, la sonnette retentit. Spencer ouvrit la porte pour accueillir Emily, une femme d'âge moyen aux cheveux sagement attachés et aux yeux doux, portant le sac en cuir familier d'un médecin de famille. Le froid de l'extérieur s'accrochait encore à son manteau lorsqu'elle entra. Spencer hocha la tête et la fit entrer. Ruby était maintenant éveillée, recroquevillée sur le lit, ses yeux toujours fixés sur Spencer avec un regard méfiant. Tessa se tenait à côté d'elle, ne disant rien, tenant simplement la main de Ruby fermement. Emily s'approcha avec un sourire rassurant. Elle posa doucement sa main sur le front de Ruby. « Fièvre légère », dit-elle doucement. Elle sortit son stéthoscope, écoutant attentivement le cœur et les poumons de Ruby. Puis elle remonta la manche de Ruby, vérifiant de vieilles égratignures sur son bras et de légères contusions le long de ses jambes. « Elle est gravement malnutrie », nota Emily, sa voix s'abaissant. « Il y a des signes qu'elle n'a pas été correctement soignée sur une longue période. » Emily regarda Spencer. « Où sont ces documents, Nathan ? Assurance ? Dossiers médicaux ? Acte de naissance ?» Spencer regarda Ruby. Elle fit un léger hochement de tête négatif. « Je n'en ai aucun », murmura Ruby, les yeux baissés. Emily nota une note sur son bloc-notes.
Ce n'est rien, dit-elle d'un ton professionnel. Je prescrirai des médicaments contre la fièvre et quelques vitamines pour cette nuit. Oncle Spencer s'assura que tu les prends à l'heure, d'accord? Elle se tourna ensuite vers Spencer et ajouta d'une voix basse, si quelqu'un a jamais négligé cet enfant, ses dossiers médicaux parleront d'eux-mêmes. Nathan, consignait chaque détail. Emily ne dit rien de plus, mais Spencer comprit sa signification. C'était un rappel concernant à la fois la responsabilité légale et les preuves médicales. Le lendemain, Ruby se sentait mieux, et la cuisine était emplie du parfum chaud des gaufres et du beurre fondu. Tessa était assise à table, ajoutant des couleurs au dessin sur lequel elle avait travaillé la veille. Ruby se tenait un peu à l'écart, une main serrant le bouton de son manteau, l'autre tenant la poupée que Tessa lui avait prêtée. Spencer versa du lait dans des verres et en plaça un devant chaque fille. Sans dire un mot, il savait que certaines choses n'avaient pas besoin d'être pressées, seulement une chaleur répétée pour construire un sentiment de sécurité. Quand Tessa leva les yeux, elle tendit une feuille de papier vers Ruby. « Vas-y, continue de dessiner. » Ruby hésita, ses yeux se tournant vers Spencer comme si elle attendait un signe que c'était acceptable. Il fit un léger hochement de tête. Ruby tira une chaise et s'assit à côté de Tessa. En quelques coups de crayon seulement, l'image d'une petite maison commença à prendre forme. À l'intérieur se trouvaient 3 personnes, une femme aux cheveux longs, un grand homme et une enfant. Mais cette fois, l'homme était barré d'un trait dur et délibéré. Ruby s'arrêta, le crayon rouge lui échappant de la main et tombant sur la table. Spencer n'interrompit pas. Il versa plus de lait et plaça le verre doucement à côté d'elle. Ruby serra les lèvres, puis parla si doucement qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Marc n'est pas mon père. Il a épousé ma mère quand j'étais vraiment petite. Au début, il était gentil. » Elle fit une pause, les yeux fixés sur la table comme si elle décidait de continuer. Spencer poussa la boîte de crayons plus près d'elle. « Dis-moi quand tu es prête. » Ruby recommença à dessiner, cette fois une femme différente aux yeux bridés et aux lèvres serrées. Sous le dessin, elle écrivit un seul mot, Julia. Elle est venue plus tard. À ce moment-là, ma mère était malade, toussant tout le temps. Marc lui a dit de quitter son travail et de rester à la maison. Mais ensuite, il a commencé à sortir avec Julia. Et Julia me détestait. Tessa fronça les sourcils. Pourquoi elle te détestait? Tu n'as rien fait. Ruby secoua la tête. Elle disait que si je touchais quoi que ce soit, je le casserais. Elle se mettait en colère et jetait mes jouets. Une fois, Ruby serra un bouton dans sa main, elle a déchiré la robe que ma mère m'avait faite. Tout ce qui reste, c'est ce bouton. L'atmosphère autour de la table s'alourdit. Spencer gardait sa voix calme, veillant à ne pas laisser transparaître trop de choc pour qu'elle ne se referme pas. Que s'est-il passé quand ta mère est tombée vraiment malade? Ruby déglutit, ses doigts traçant le bord de la table. Ils nous ont mis à la porte. Marc a dit qu'il n'y avait plus de place dans la maison pour quelqu'un qui ne pouvait pas travailler. Julia a ri. Le silence tomba, seulement brisé par le vent dehors la fenêtre. Maman m'a emmené chercher de l'aide, mais personne n'ouvrait sa porte. Il faisait froid cette nuit-là. Elle m'a tenu pendant que nous dormions sur le porche de quelqu'un. Le lendemain matin, elle ne s'est pas réveillée. Tessa prit doucement la main de Ruby. Spencer garda les yeux baissés, sa voix ferme. Depuis, tu es seule? Ruby hocha la tête. Je cherchais de la nourriture au marché, mais tout le monde me chassait jusqu'à hier soir. Spencer savait que ce qu'il venait d'entendre n'était pas seulement une histoire d'enfant, mais un témoignage de témoin. Ses yeux se posèrent sur le bouton sur la table, puis revinrent à Ruby. Tu ne seras pas mise à la porte ici. Je te le promets. Dehors, la neige commença à tomber en flocons doux et épars. À l'intérieur, les 3 s'assirent autour de la table en bois, entourés du parfum des gaufres et du doux grattement des crayons sur le papier. Et la confiance, aussi fragile fut-elle, avait commencé à prendre racine. Les mots de Ruby de la nuit dernière résonnaient encore dans l'esprit de Spencer. Dès qu'il se réveilla, il se rendit directement au bureau de son cabinet, examinant attentivement les notes d'Emily sur l'état de santé de Ruby. Il avait déjà envoyé un courriel à un ami avocat de confiance avec un bref message, besoin de conseils urgents sur la tutelle d'urgence. Fille abandonnée. Lien possible avec la famille Claiborne. Le nom, famille Claiborne, se répandit dans ses pensées comme une tache d'encre noire, s'étalant lentement sur le papier blanc. Dans le salon,
Ruby était assise avec Tessa, arrangeant des morceaux de papier coloré pour faire des cartes de Noël. Mais Spencer remarqua les yeux de la jeune fille se tournant vers la fenêtre de temps en temps, comme si elle craignait que quelqu'un à l'extérieur ne la surveille. Vers 21h, alors qu'il montait à l'étage pour voir les deux filles, un léger clic provint du téléphone fixe dans le couloir. Le voyant lumineux clignotait. C'était la ligne privée, le numéro connu seulement de la famille et de quelques personnes de confiance. Spencer se figea. Il décrocha. Avant qu'il ne puisse parler, une voix froide de femme retentit. Nathan Spencer. Je sais que la fille est chez vous. Vous feriez mieux de rester en dehors de ce qui ne vous regarde pas, aucune présentation n'était nécessaire. Spencer sut immédiatement que c'était Julia. Elle articula chaque mot, comme si elle refoulait une montée de colère. La fille est du sang Claiborne. Nous viendrons la chercher. Et si vous pensez pouvoir vous opposer à nous, alors vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Spencer garda son ton ferme, mais sa main serra fermement le combiné. Ce n'est pas un objet que vous pouvez simplement prendre quand bon vous semble, Julia. Je vous suggère de rester loin de ma maison. Julia laissa échapper un rire court et sec, comme le coup d'une lame. Vous allez le regretter. La ligne se coupa avec un clic sec. Spencer resta immobile pendant plusieurs secondes, le froid dans sa poitrine plus lourd que le vent d'hiver à l'extérieur. Alors qu'il entrait dans le couloir, prêt à retourner au salon, il s'arrêta net. Ruby se tenait au pied de l'escalier, serrant un bouton contre sa poitrine. Son visage était pâle. Elle devait avoir assez entendu pour savoir exactement qui avait appelé. C'était elle, n'est-ce pas? Demanda Ruby, sa voix à peine plus qu'un murmure. Spencer fit un léger hochement de tête. Il était sur le point de la rassurer, mais Ruby secoua rapidement la tête. Vous ne comprenez pas. Si elle me trouve, elle ne me laissera pas vivre en paix. Spencer posa doucement une main sur son épaule. Quoi qu'elle veuille, je ne le permettrai pas. Je te le promets, devant Dieu et devant ma défunte épouse. Ruby ne dit rien. La lumière du feu du salon vacillait dans ses yeux, reflétant la lutte féroce intérieure. Finalement, elle parla, juste une courte phrase. Marc n'est pas le seul à vouloir que ma mère et moi soyons partis. Une rafale de vent fit vibrer l'encadrement de la fenêtre, faisant se balancer les rideaux. Spencer pouvait le sentir maintenant. Ce n'était pas simplement un cas d'abandon d'enfant. C'était un maillon dans quelque chose de bien plus grand, bien plus dangereux, et il était maintenant pleinement empêtré dedans. Dehors, l'ombre d'un SUV noir glissa lentement devant le porche, laissant de faibles traces de pneus sur la neige avant de disparaître dans la nuit. Spencer s'approcha de la fenêtre, le regard s'assombrissant, la regardant partir. Il savait que le temps de découvrir la vérité s'épuisait. Le matin à Riverside était bien plus clair que la tempête de neige de la nuit précédente. Mais à l'intérieur de la maison de Spencer, l'air restait lourd à cause de l'appel téléphonique menaçant de Julia. Spencer savait que s'il voulait protéger Ruby, il devait rapidement rassembler des preuves légitimes. Il commença par les voisins qu'il connaissait bien. La première fut Linda Moore, qui habitait la maison jaune 3 portes plus loin du domaine Spencer. Linda était le genre de personne qui connaissait tout sur le quartier, et cette fois, ses informations étaient particulièrement précieuses. Je m'en souviens comme si c'était hier, dit Linda, tenant une tasse de thé chaud. Cette nuit-là, la neige tombait dru, presque minuit. Je suis sorti sur le porche pour chercher mon chat et j'ai vu Marc et Julia debout sur les marches, en train de crier. La mère de Ruby et la petite fille étaient serrées l'une contre l'autre dans le jardin, les mains vides, ne portant même pas de manteaux appropriés. Et puis ils les ont simplement renvoyées dans ce froid. Je ne sais pas comment ils ont pu. Spencer la remercia, notant son récit. Son prochain arrêt fut l'épicerie de Harris au coin de la rue. Monsieur Harris, petit, aux cheveux argentés mais aux yeux vifs, hocha la tête lorsque Spencer mentionna Ruby. Une fois, la petite fille est entrée, demandant du pain de la veille. Je lui ai donné quelques morceaux et j'allais appeler sa mère, mais elle a dit que sa mère était malade et ne pouvait pas sortir. Elle semblait si maigre, mais a tout de même dit et merci. Avec 2 déclarations importantes en main, Spencer se dirigea vers le poste de police de Riverside. Il trouva James Walker, un officier qu'il connaissait depuis des années grâce à son travail caritatif avec sa défunte épouse. James écouta attentivement pendant que Spencer exposait tout, puis ouvrit son carnet. Si ce que vous dites est vrai, cela pourrait être un cas de négligence d'enfant et de fraude à l'assurance.
Je déposerai un rapport tout de suite. Mais vous devez être préparés. Mark et Julia ont beaucoup d'influence ici. Lorsque Spencer rentra chez lui en fin d'après-midi, Ruby et Tessa étaient à la table de la cuisine, absorbés par leurs dessins. Ruby avait dessiné une maison en bois blanc avec une porte rouge, 3 personnes debout sur le porche. L'une d'elles était Spencer. Tessa coloriait le ciel d'un bleu vif. Les 2 filles bavardaient joyeusement en accrochant le dessin sur le frigo. Spencer resta à les regarder un moment, la chaleur glissant au-delà du mur d'inquiétude en lui. À ce moment-là, il comprit plus que jamais, il ne s'agissait pas seulement d'aspects légaux, il s'agissait d'un enfant ayant besoin d'un foyer sûr pour grandir. Ce soir-là, Daniel, l'ami avocat de Spencer de la ville voisine, envoya un courriel. La pièce jointe était un relevé bancaire, un paiement important intitulé « Prestation de décès », viré directement sur le compte de Mark et Julia juste une semaine après le décès de Grace. Spencer serra la souris, une vague de colère montant en lui. Quelques instants plus tard, Lisa, l'assistante sociale, appela. « Je déposerai une demande de garde temporaire pour Ruby dès demain matin. Avec cette preuve, les chances sont élevées que nous l'obtenions. » Spencer expira, sentant pour la première fois depuis des jours que son espoir était fondé sur quelque chose de solide. Mais ce soulagement ne dura pas longtemps. Tard cette nuit-là, une enveloppe blanche fut livrée à sa porte. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'avocat de Mark, Peter Shaw, demande de retour immédiat de l'enfant. Toute rétention illégale du dit enfant entraînera des poursuites. Avant que Spencer ne puisse réagir, le téléphone fixe sonna. Il décrocha. À l'autre bout, la voix de Julia retentit, froide et précise. « Je vous l'ai dit, Nathan. Ne gardez pas ce qui ne vous appartient pas. » Ce matin-là, on frappa à la porte juste au moment où Spencer préparait son café. Lisa, l'assistante sociale, se tenait sur le porche, un dossier épais dans les bras. Ses yeux étaient sérieux, mais il y avait une trace de soulagement en eux. « L'ordonnance de garde temporaire a été approuvée, » dit Lisa dès qu'elle entra. « Ruby peut rester ici légalement. Si vous voulez poursuivre l'adoption permanente, le processus prendra des mois et nécessitera des preuves supplémentaires. » Spencer hocha la tête, sentant une partie du poids se lever de ses épaules. Mais il savait que ce n'était que le début. Moins d'1 heure plus tard, l'officier James Walker appela. « Nathan, j'ai besoin que vous veniez au poste pour faire une déclaration officielle. Nous avons également envoyé des citations à comparaître à Mark et Julia. » Spencer accepta. Mais au moment où il raccrocha, Ruby, qui coloriait avec Tessa, leva les yeux, ses yeux s'illuminant d'alarme. « Oncle, vous avez dit Mark et Julia ?» Sa voix était petite mais elle tremblait. Spencer s'approcha et fit un léger hochement de tête. Ruby recula immédiatement contre le mur, serrant le bouton de son pull, ses lèvres bougeant alors qu'elle murmurait « Je ne veux pas qu'ils me voient. S'ils me voient, ils vont m'emmener. Ils disaient qu'ils m'enfermeraient quelque part où personne ne pourrait me trouver. » Lisa s'agenouilla à son niveau et posa doucement une main sur l'épaule de Ruby. « Aujourd'hui, il ne rencontre qu'oncle Spencer, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es en sécurité ici. » Mais Spencer pouvait encore le voir, la petite main sous le pull tremblait sans arrêt. À midi, dans un petit café au centre-ville, Spencer rencontra Mark et Julia pour la première fois. L'endroit était chaleureux, pourtant au moment où ils entrèrent, l'air sembla s'épaissir de calcul. Mark arriva presque 20 minutes en retard, portant un coûteux manteau de fourrure et empestant l'eau de Cologne forte. Julia s'assit à côté de lui, son sourire aussi fin qu'un masque, ses yeux froids et perçants scannant Spencer comme pour évaluer sa réaction. Dehors, Lisa avait amené Ruby, laissant la petite fille voir son oncle à distance pour la mettre à l'aise. Mais le regard de Julia se tourna brusquement vers la porte, s'arrêtant sur Ruby pendant moins d'1 seconde, assez longtemps pour que la petite fille se blottisse derrière le dos de Lisa, ses petites mains se serrant fort l'une l'autre. Dès que le serveur s'éloigna, Mark se pencha vers Spencer, sa voix basse mais insistante. « Nous ne voulons pas faire de scène ici. Nous voulons juste régler ça discrètement, éviter que ça ne devienne un scandale. » Spencer fronça les sourcils. « Quel scandale ?» Les lèvres de Julia se retroussèrent légèrement alors qu'elle répondait pour son mari. « Vous savez, c'est une petite ville. Une fois que les gens commencent à chuchoter que les Harrison ont abandonné leur propre nièce dans la rue en plein hiver, notre réputation est ruinée. Je ne vais pas laisser quiconque se moquer de moi, » ajouta Mark, baissant le ton, mais incapable de cacher la cupidité en lui. « D'ailleurs, si la fille revient dans la famille,
non seulement nous tuons les rumeurs, mais nous pouvons aussi demander la subvention pour l'aide aux orphelins. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais combiné au fait d'être vu comme une famille respectable, ça en vaut la peine. Julia tapota légèrement l'ongle de son doigt contre sa tasse, ses yeux se fixant sur ceux de Spencer comme pour poser des conditions. Vous nous la ramenez, et tout cela disparaît. Sinon, ne me blâmez pas si la presse écrit une autre histoire. Spencer inspira profondément, sa voix basse et froide. Ruby n'est pas une marchandise à échanger, et elle n'est certainement pas un bouclier pour la réputation de qui que ce soit. Le front de Julia se crispa brièvement avant qu'elle ne se penche, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme un sifflement. Combien de temps pensez-vous pouvoir la garder? Dans la poche de son manteau, le téléphone de Spencer enregistrait discrètement chaque mot, chaque ton, chaque syllabe, sans manquer un son. En fin d'après-midi, alors qu'il ramenait Ruby à la maison, elle resta silencieuse sur la banquette arrière. Au moment où elle entendit qu'il avait rencontré Mark et Julia, son visage se crispa. « Quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?» demanda-t-elle, ses doigts serrant instinctivement le bouton de son manteau. Spencer la regarda dans le rétroviseur. « Ils ont dit des choses que je ne permettrai jamais qu'elles se produisent. » Ruby ne demanda rien de plus, mais ses yeux restèrent fixés sur le paysage qui défilait, comme si elle craignait qu'une voiture familière n'apparaisse pour les suivre. Spencer serra plus fort le volant. Dans son esprit, cet enregistrement venait de devenir son atout maître, et il savait exactement quand le jouer. Quand ils rentrèrent à la maison, il ne se reposa pas. Au lieu de cela, il alla directement à son ordinateur, accédant à plusieurs sources de données financières grâce à d'anciens contacts dans le monde des affaires. Après près d'une heure à passer les dossiers au peigne fin, il trouva une transaction irrégulière, l'intégralité de la prestation d'assurance vie au nom de Ruby, son unique bénéfice après le décès de sa mère, avait été vidé juste 3 jours après les funérailles. Cet argent, acheminé à travers plusieurs virements compliqués, s'était retrouvé proprement sur le compte personnel de Mark. Spencer resta immobile pendant plusieurs secondes, sa main se serrant autour de la souris. Ils ne l'avaient pas seulement abandonné, ils avaient directement volé ce qui était destiné à soutenir Ruby. Il imprima les relevés bancaires complets, les scella dans une enveloppe, et envoya des copies scannées à son ami avocat, Daniel. Moins de 5 minutes plus tard, Daniel rappela. « Nathan, c'est de l'or. Envoyez ça à Walker tout de suite. Je travaillerai personnellement avec la division financière de la police. » Après avoir examiné les documents, Walker confirma « Je demanderai une ordonnance du tribunal pour geler tous les avoirs liés à cette prestation d'assurance. Ils ne pourront plus bouger un centime. » Ruby entendit des bribes de la conversation et leva les yeux. « Quelqu'un nous aide, n'est-ce pas ?» Oncle Spencer lui tapota doucement la tête. « C'est ça. Et cette fois, ils ne pourront plus jamais rien te prendre. » Walker promit d'envoyer le dossier de signature pour analyse médico-légale, avec un délai d'attente de 7 jours. En attendant, Tessa et Ruby étaient assises à la table de la cuisine, fabriquant des cartes de Noël tardives. La maison était remplie du parfum du papier coloré et du doux crépitement des ciseaux, repoussant temporairement l'attention. Mais le calme ne dura pas. Ce soir-là, Spencer reçut un étrange appel téléphonique. Une voix de femme murmura « Attention à Julia. Je sais ce qu'ils ont fait à Grace, mais je ne peux pas me montrer. » Clic. Lorsque Spencer mentionna Grace, Ruby lâcha « Maman n'a jamais signé de papier sans ses lunettes. » Et ce jour-là, ses lunettes étaient cassées. Une autre pièce du puzzle se mit en place, quelqu'un avait contrefait la signature de Grace alors qu'elle était gravement malade. Dehors, le vent froid commença à se lever à nouveau. Spencer regarda par la fenêtre, sachant que la vraie tempête était sur le point de frapper. 3 jours avant l'audience, Riverside était toujours enfoui sous une couverture de neige. Le froid extérieur semblait s'infiltrer dans la maison de Spencer, alourdissant chaque pas, chaque mot. Spencer pouvait sentir que la tempête à venir n'était pas seulement météorologique, elle venait de Mark et Julia, qui se préparaient à jeter tout ce qu'ils avaient dans la bataille pour reprendre Ruby. La première attaque vint par les médias. Ce matin-là, juste au moment où Spencer s'asseyait à la table de la salle à manger, le son de la télévision du salon se fit entendre. Tessa parcourait les chaînes, cherchant des dessins animés, quand elle s'arrêta sur les nouvelles locales. À l'écran apparut Julia, assise dans un salon luxueux avec des chaises en cuir blanc et une cheminée en arrière-plan. Elle portait un pull couleur crème, ses cheveux finement bouclés, son maquillage juste assez pour paraître fatiguée mais toujours attirante. La voix de Julia tremblait, ses yeux brillants de larmes. «
Nous voulons juste ramener Ruby à la maison. C'est la famille, notre propre sang. Je ne comprends pas pourquoi Monsieur Spencer insiste pour la garder là alors qu'elle devrait être avec ses proches. La caméra fit un panoramique vers une photo encadrée sur la table d'appoint, Ruby sur une vieille photo, son visage taché de terre mais forçant un petit sourire. Le présentateur coupa avec un ton grave. Le public se demande maintenant, le millionnaire Nathan Spencer exploitait-il une enfant orpheline pour bâtir son image humanitaire? Tessa éteignit rapidement la télévision, mais il était trop tard. Ruby se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. « Oncle, ils vont m'emmener, n'est-ce pas ?» Il tendit la main, lui brossant doucement ses cheveux glacés en arrière. « Regarde-moi, chérie. C'est ta maison. Personne ne peut t'emmener si tu ne veux pas y aller. » La pression extérieure continuait de monter. Cet après-midi-là, alors que Spencer sortait du bureau de l'avocat Daniel, une meute de reporters l'attendait déjà. Ils lui tendirent des microphones et des téléphones, se pressant avec des questions à toute vitesse. « Monsieur Spencer, utilisez-vous Ruby pour renforcer votre image publique? Avez-vous un commentaire sur la famille de Mark qui veut la reprendre ?» Spencer fit une pause juste assez longue, les regardant droit dans les yeux. « Je parlerai au tribunal, pas ici. » Puis il continua à marcher, les épaules droites, ne leur laissant aucune chance de déformer ses mots. Pendant ce temps, Daniel ne restait pas inactif. Cet après-midi-là, il appela Spencer avec des nouvelles urgentes. « Nathan, j'ai trouvé Linda Moore, l'ancienne voisine de Grace. Elle est prête à témoigner qu'elle a vu Mark et Julia jeter Grace et Ruby hors de la maison au milieu d'une nuit d'hiver. Linda dit que Grace portait une couverture mince et Ruby frissonnait dans un manteau usé. » Au même moment, le téléphone de Spencer sonna à nouveau. Walker du département de police était en ligne. L'analyse graphologique est arrivée. La signature sur les documents d'assurance au nom de Grace a été falsifiée avec une certitude de 95%. Spencer serra le téléphone. Chaque pièce du puzzle commençait à se mettre en place, claire et dangereuse. Ruby n'avait toujours pas secoué sa panique. Ce soir-là, lorsque Lisa Green, l'assistante sociale, passa pour sa visite de routine, Ruby était recroquevillée à la table à dessin. Tessa la coaxait à colorier, mais Ruby continuait à ombrer la même tache noire encore et encore sur la page. Lisa ouvrit son dossier, sa voix calme. « J'ai préparé un rapport positif sur l'environnement de vie ici. Ruby est en sécurité, bien soignée et a commencé à retrouver une stabilité émotionnelle. » Spencer hocha la tête pour la remercier. Avant de partir, Lisa lui tendit une enveloppe. « Linda vous a envoyé ça. Elle pense que ça pourrait t'aider au tribunal. » À l'intérieur se trouvait une vieille photographie, Grace et Ruby le jour où elles ont quitté la maison de Mark. Grace serrait une couverture fine, tandis que Ruby tenait un bouton usé dans sa main. En arrière-plan, Mark se tenait sur les marches du Porsche, ses lèvres formant des mots que Linda se souvenait trop bien, « L'argent sera à moi ». Le dernier appel de la journée vint comme un avertissement vague. Lorsque la maison était devenue silencieuse, Spencer rangeait des dossiers d'affaires quand le téléphone sonna. Une voix de femme murmura au bout du fil, « Attention à Julia. Je sais ce qu'ils ont fait à Grace, mais je ne peux pas me montrer. » Puis l'appel se coupa. Spencer resta immobile pendant quelques secondes, jetant un coup d'œil vers le salon où Ruby et Tessa collaient leur nouveau dessin sur la porte du réfrigérateur. La pression montait, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser les filles voir son inquiétude. Dans les 3 jours à venir, il ne ferait pas seulement face à une audience, il serait confronté à une campagne de diffamation méticuleusement planifiée. Mais maintenant, Spencer tenait entre ses mains les pièces critiques, le témoignage de Linda, les résultats de l'analyse graphologique, et cette photo fatidique. Ce matin-là, la salle d'audience du tribunal de Riverside était bondée. Chaque siège de la galerie était rempli de citadins, des journalistes se bousculant pour la position avec leurs caméras, les flashs crépitant sans arrêt. Le cliquetis des claviers se mêlait au murmure bas des spéculations chuchotées. Spencer était assis du côté du plaignant, son costume sombre soigné mais ses yeux tendus. À côté de lui, Ruby était serrée contre Lisa Green, ses petites mains agrippant l'ourlet de la blouse de Lisa. Tessa, sous la surveillance de Daniel au dernier rang, réussit tout de même à faire un signe rassurant à Ruby. De l'autre côté de l'allée, Mark portait un costume coûteux, penché en arrière sur sa chaise comme si le procès n'était qu'une formalité fastidieuse. Julia était assise à côté de lui, son visage figé dans un sourire poli,
bien que ses yeux balayèrent Spencer d'un regard glacé et moqueur. À côté d'eux, l'avocat Peter Shaw, grand et mince, tenait une épaisse liasse de dossiers dans les bras. L'audience commença. Le juge Williams frappa son marteau, sa voix profonde. Nous allons commencer par le témoignage des témoins. Daniel se leva, appelant Linda Moore à la barre. Linda, une femme d'âge moyen dans un simple pull, s'avança avec des mains qui tremblaient légèrement, bien que sa voix fût ferme. Cette nuit-là, j'ai vu Grace et Ruby jetés hors de la maison. Il faisait un froid glacial, de la neige au sol. Grace avait une couverture dans les bras, et Ruby, elle ne portait qu'un manteau usé. Mark se tenait à la porte en fumant. Julia, elle riait. Personne ne les a laissés rentrer. Peter Shaw se leva pour objecter, affirmant que le récit était basé sur des observations personnelles, manquant de preuves suffisantes de contexte. Mais Daniel répondit calmement, cette témoin a vécu à côté de cette famille pendant 5 ans. Nous avons sa déclaration sous serment au dossier. Le deuxième témoin fut le docteur Emily Carter. Elle monta à la barre et présenta son rapport médical. Lorsque Grace a été admise à l'hôpital pour la dernière fois, elle souffrait d'une pneumonie sévère et ne montrait aucun signe de traitement antérieur. C'était la cause principale de son décès. Dans les dossiers, Ruby est répertoriée comme la personne à charge légale de Grace. Peter Shaw tenta d'intervenir. Il n'y a aucune preuve démontrant que les défendeurs l'ont délibérément négligée. Emily leva les yeux, son regard inébranlable. Lorsqu'une femme gravement malade est jetée de chez elle au milieu de l'hiver, c'est de la négligence. Aucune autre défense n'est nécessaire. Ensuite, l'expert en écriture approcha de la barre. Il plaça 2 documents sur la table des preuves, l'un était une police d'assurance vie de grande valeur, l'autre une lettre manuscrite de Grace datée d'1 an avant sa mort. La signature sur la police d'assurance présente 12 points de divergence par rapport à l'écriture authentique de Grace. C'est une contrefaçon. Julia inclina légèrement la tête, clignant une fois, tandis que Mark se remua inconfortablement sur son siège. Daniel s'avança, sa voix mesurée. Êtes-vous certain? À 95% certain. Lors du contre-interrogatoire, Peter Shaw tenta de faire retirer la preuve du dossier, affirmant qu'elle provenait d'une source peu claire et ne prouvait pas qu'il avait falsifié. Mais Daniel riposta, la source est une agence médico-légale indépendante mandatée par l'officier Walker. Et juste une semaine après le décès de Grace, l'intégralité de la prestation d'assurance fut transférée du compte de Ruby vers le compte de Mark. La déclaration fit taire la salle d'audience. Mark perdit soudain son sang-froid, frappant sa main sur la table. Nous en avions le droit. Elle a signé les papiers. Daniel se tourna immédiatement vers le juge. Des papiers falsifiés. Une vague de murmures traversa la pièce. Le juge Williams frappa son marteau pour l'ordre, puis déclara fermement, le tribunal ordonnera une enquête criminelle sur Mark et Julia pour détournement d'actifs et falsification de signatures. À la table du plaignant, Ruby se tourna vers Tessa, prenant doucement la main de son amie. Pour la première fois depuis le début du procès, un léger sourire traversa son visage. Spencer le vit et sentit une partie du poids se lever de ses épaules. Mais il savait que ce n'était qu'une étape dans une longue bataille. Julia, bien qu'encore assise, ne put cacher le regard haineux qu'elle lança vers Spencer. Cette nuit-là, avant la décision du tribunal sur la garde, Spencer vérifia la chambre de Ruby. La fenêtre était entr'ouverte, une couverture drapée sur la chaise. Ruby était partie. La nuit tomba sur Riverside comme une couverture épaisse et lourde, silencieuse et immobile. La neige continuait de tomber, lentement, régulièrement, sans relâche, se superposant sur les toits, le long de la route au bord de la rivière, et sur la balançoire rouillée du terrain de jeu au bout de la rue. À l'intérieur du manoir, Spencer faisait ses rondes hivernales habituelles, vérifiant les fenêtres avant de se coucher. Lorsqu'il atteignit la porte arrière, il s'arrêta net. Elle était entr'ouverte, un courant d'air aigu et glacial coupant la chaleur. Ruby, appela-t-il doucement. Aucune réponse. Il alluma la lumière du porche. Sur la neige fraîche, une traînée de petites empreintes menait directement à la grille, puis virait vers la route sombre, se dirigeant vers l'ancien dépôt de train. Les empreintes étaient nettes. Ruby venait de partir. Sa poitrine se serra. Il appela à nouveau, plus fort, mais le vent déchira sa voix. Ruby. Des pas résonnèrent sur les escaliers. Tessa apparut, le visage pâle, la couverture glissant de ses épaules. Papa, où est Ruby?
Quand elle vit la porte ouverte, ses yeux se remplirent. Elle ne va pas être emmenée à nouveau, n'est-ce pas? Spencer s'agenouilla, posant une main ferme sur son épaule. Reste avec tante Lisa. Je sors tout de suite. Fais-moi confiance. Tessa hocha la tête, les larmes au bord des yeux mais retenues. Il enfila son manteau et composa le numéro de Walker. La porte arrière est ouverte. Des empreintes se dirigent vers l'ancien dépôt. Reste en ligne. J'arrive. Ne perds pas la piste. Spencer plongea dans la nuit, son souffle formant un nuage blanc devant lui, le vent fouettant ses oreilles. Le long de la clôture en bois, les petites empreintes chancelaient, profondes et peu profondes tour à tour, comme un enfant courant à la hâte. Au bout de la rue, elles tournèrent vers le terrain de jeu abandonné, le même endroit où il avait déjà trouvé Tessa après qu'elle se soit enfuie suite aux funérailles de sa mère. Le souvenir toucha une corde sensible, mais il força ses jambes à bouger plus vite. Le terrain de jeu apparut, estompé par la chute de neige. La balançoire grinçait faiblement, se balançant dans le vent. Sous la structure d'escalade, une petite silhouette était voûtée. Spencer s'arrêta à 3 mètres, laissant Ruby le voir en premier. Ruby, appela-t-il doucement, sans se presser. Elle tressaillit, levant les yeux, ses joues rougies par le froid, ses cheveux humides collés à son visage. Une main serrait un morceau de papier froissé, l'autre agrippait un bouton de manteau, comme s'accrochant au dernier morceau de chaleur. Je pensais que maman voulait me rencontrer ici. Quelqu'un m'a donné ça, a dit qu'elle l'avait envoyé. Spencer tendit sa main, paume vers le haut, sa voix calme. Puis-je voir? Ruby hésita, puis le lui donna. L'encre était floue à cause de la neige, mais encore lisible, viens au terrain de jeu. Maman apportera ta tarte aux pommes préférée. En bas, un cœur tremblant était dessiné avec 3 points rouges à l'intérieur. Spencer le reconnut instantanément. Grace n'avait jamais dessiné de cœur comme ça, sur chaque vieille carte qu'il avait vue, ces cœurs étaient contournés en bleu, avec un seul point au centre. Baissant la voix, chaque mot ferme, il dit, Ruby, ta mère n'a pas écrit ça. C'est un piège. Mais elle se souvient toujours que j'adore la tarte aux pommes. Et elle ne met que 3 points rouges quand elle veut que je sache que ça vient d'elle. La voix de Ruby tremblait, son souffle givrant l'air. Spencer s'approcha d'un demi-pas, les yeux fixés sur les siens. Ta mère n'a dessiné 3 points rouges qu'une seule fois, sur ta dernière carte d'anniversaire. Ce jour-là, elle était à l'hôpital. Elle n'aurait pu aller nulle part. Quelqu'un a utilisé ce souvenir pour t'attirer ici dans une tempête de neige. Ruby baissa les yeux. Le papier tremblait dans ses mains. Un flocon de neige fondit sur l'encre, la transformant en une tache floue. Le bouton glissa de sa paume, à moitié enfoui dans la neige. Elle se dépêcha de le ramasser, mais ses doigts engourdis manquèrent. Spencer s'agenouilla, creusant dans la neige molle jusqu'à ce que ses doigts attrapent le fil cousu. Il souleva le bouton, le brossa pour le nettoyer et le plaça dans sa petite paume, repliant ses doigts autour. Garde-le toujours avec toi. Ruby regarda le bouton, puis Spencer. Quelque chose se brisa dans son regard, non pas une confiance aveugle, mais un choix. Elle se jeta dans ses bras, la première fois qu'elle l'avait jamais approché. Ses petits bras s'enroulèrent autour de son cou, plus fort que sa petite taille de 5 ans ne devrait le permettre. J'avais si peur. Je pensais que maman m'appelait vraiment. Il la serra fort, une main la protégeant du vent. Je suis là. Tu m'entends? Je suis juste ici. Le craquement des pas sur la neige résonna dans le silence. Un faisceau de lampes de poche balaya l'obscurité, s'arrêtant sur eux deux. Walker apparut, sa parka saupoudrée de neige, une radio accrochée à son oreille. J'ai vu sa voiture quitter le centre commercial, dit rapidement Walker, ses yeux scrutant toujours les environs. Nous avons attrapé le gars qui a livré la note. Un des laquais de Julia. Il a admis avoir été payé pour attirer la jeune fille à l'extérieur. Ruby tressaillit, ses yeux clignotant d'alarme. Spencer lui serra la main. C'est fini. Personne ne te touchera plus. Rentrons à la maison, dit Walker, jetant un coup d'œil à sa montre, puis au ciel blanc. Encore 2 minutes dehors et c'est dangereux. Spencer défit son écharpe, l'enroula douillettement autour du cou de Ruby, lui enfila un bonnet en tricot sur la tête et la souleva de la neige. Son petit corps était si léger. Cela lui faisait mal quelque part au plus profond de lui. Lui et Walker se déplaçaient rapidement,
leurs empreintes se superposant à celles qu'ils avaient faites en entrant. Ruby posa sa tête sur son épaule, ses yeux se fermant d'épuisement alors que la chaleur la gagnait à nouveau. Quand ils arrivèrent à la maison, Tessa courut à la porte. Ruby. Elle s'arrêta net quand elle vit son amie, enveloppée dans des écharpes et des manteaux, les yeux brillants. Je pensais que tu étais parti pour de bon. Ruby libéra une petite main de l'écharpe pour toucher celle de Tessa. Je suis là. Lisa apporta une couverture et enveloppa une autre couche autour de Ruby. Spencer la plaça sur une chaise près de la cheminée et lui tendit une tasse de chocolat chaud. Elle but par petites gorgées, ses yeux suivant le scintillement des flammes. Walker se tenait près de la porte, donnant un rapport concis. Il a obtenu de l'argent par un intermédiaire. J'ai pris sa déclaration et j'ai transmis le dossier au procureur. Le tribunal statuera sur la garde demain. Je ferai passer des patrouilles supplémentaires autour de la maison. Spencer hocha la tête. Merci, James. Walker inclina le menton vers les deux filles. Passez cette nuit et tout ira bien. Demain matin, vous aurez une couche de protection supplémentaire. D'un bref signe de tête, il referma la porte, laissant le mur devant à l'extérieur. La pièce devint de plus en plus chaude. Tessa se rapprocha de Ruby et lui tendit des crayons de couleur. Demain, nous finirons de dessiner le ciel. Nous n'avons pas besoin de vraies étoiles, nous ferons les nôtres. Ruby esquissa un sourire fatigué, un petit sourire, mais il tint bon. Spencer s'assit en face d'elle, à hauteur des yeux des filles. Ruby, écoute-moi. Elle leva les yeux. Si jamais quelqu'un te donne une note, t'appelle, ou t'envoie un message, tu me le dis. Tu ne vas jamais nulle part seul. Ici, tu as le droit de dire non à tout ce qui te fait peur. Ruby hocha la tête, cette fois plus fermement. La nuit se prolongeait dehors. Le blizzard rugissait contre la vitre, mais à l'intérieur, la cheminée ronronnait régulièrement, comme le battement de cœur d'un foyer sûr. Le regard de Spencer tomba sur le petit bouton reposant dans la paume de Ruby. Cette petite chose avait survécu aux vents les plus froids, tout comme elle. Il tira une autre couverture sur elle et tamisa la lumière. Dors maintenant. Demain, nous irons au tribunal. Les yeux de Ruby se fermèrent, ses doigts serrant toujours le bouton. Tessa s'appuya sur son épaule, respirant régulièrement. Spencer resta là longtemps, écoutant le vent et les douces respirations des deux filles. Dans son esprit, l'audience du lendemain se déroulait avec précision, les preuves, les témoins, et la promesse qu'il avait faite encore et encore, jamais avec moins de poids. Il ne savait pas ce que le juge déclarerait en premier, mais il savait une chose, cette nuit, Ruby avait choisi de rester dans ses bras, et non de suivre un bout de papier. Cette confiance, il la garderait avec tout ce qu'il avait. Ce matin-là, le ciel de Riverside était exceptionnellement clair. La neige avait commencé à fondre, révélant des parcelles d'herbes fraîches et vertes mêlées de terre humide. Devant la mairie, des groupes de reporters s'étaient rassemblés, leurs objectifs d'appareils photo fixés sur l'entrée de la salle d'audience. L'air était à la fois solennel et tendu comme une corde d'arc. Spencer entra, une main posée légèrement sur l'épaule de Ruby, l'autre tenant la main de Tessa. Lisa Green marchait à leur côté, son expression calme et rassurante. Ruby portait la robe de laine bleu pâle que Tessa avait choisie pour elle la nuit précédente. Ses cheveux soigneusement attachés en arrière, ses yeux portaient à la fois l'inquiétude et l'anticipation. Mark et Julia étaient déjà là. Mark était assis de travers sur sa chaise, un manteau coûteux drapé sur le dossier, comme pour projeter une fausse confiance. Julia, dans une robe beige, esquissa un sourire froid lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Spencer, mais il n'était plus défiant. C'était le regard d'un animal acculé. Le procès commença. Le juge Williams relata toute la chaîne des événements, les signatures falsifiées, le virement de la prestation d'assurance du compte de Ruby vers celui de Mark juste un jour après le décès de Grace, le témoignage de Linda Moore sur la mère et la fille ayant été chassées de leur foyer au milieu de la nuit, et le rapport médical du docteur Emily sur la négligence du traitement de Ruby. Peter Shaw, l'avocat de Mark et Julia, tenta de soutenir que tout n'était qu'un malentendu, mais la preuve était aussi claire que la neige intacte. Daniel, d'une voix calme mais tranchante comme un rasoir, démantela chaque point un par un, jusqu'à ce que Mark perde patience et s'exclama « Nous en avions le droit. Grace a signé ce papier. » Le juge jeta un coup d'œil à l'expert en écriture, qui confirma immédiatement « Cette signature est déterminée à être falsifiée à 95% par rapport à l'échantillon original. » La salle d'audience bourdonna.
Julia baissa les yeux, serrant sa robe fermement. Spencer resta silencieux, les yeux fixés sur Ruby. Finalement, le juge Williams lut le verdict. Basé sur l'ensemble des preuves et des témoignages, le tribunal accorde à Monsieur Nathan Spencer la garde permanente de Ruby Harper. Mark Harrison et Julia Harrison sont reconnus coupables de détournement d'actifs, de falsification de signatures et de négligence d'une personne à charge. L'affaire sera transmise au bureau du procureur de district pour poursuite pénale. Ruby se tourna vers Spencer, les yeux écarquillés. Une seconde plus tard, elle se jeta dans ses bras, sa petite étreinte étonnamment forte. Tessa les enveloppa toutes les deux dans ses bras, comme si elles retenaient tout ensemble. Lisa se tenait à proximité, souriant d'un soulagement silencieux. Walker s'avança, serrant fermement la main de Spencer. Vous venez de sauver une vie, et bien plus que cela. Devant le palais de justice, le soleil de fin d'hiver répandait de l'or sur la place. Spencer conduisit Ruby et Tessa à travers l'herbe parsemée, émergeant de la neige qui fondait. Dans un coin du jardin, ils construisirent ensemble un nouveau bonhomme de neige, riant joyeusement, se disputant pour savoir qui mettrait le vieux bonnet tricoté sur sa tête. Ruby leva son visage vers le ciel bleu, où quelques nuages blancs flottaient paresseusement. Elle murmura doucement, « Je pense que maman serait si heureuse. » Spencer se pencha, répondant d'une voix profonde et ferme, « Ta mère sera toujours là, dans ton cœur et dans cette maison. » Cet après-midi-là, dans sa nouvelle chambre, Spencer accrocha un petit cadre noyé au mur. À l'intérieur reposait un des boutons de graisse, scintillant dans la lumière qui filtrait par la fenêtre. Ruby regarda le souvenir, et lentement, un vrai sourire paisible se répandit sur son visage. Dehors, les rires de 3 personnes résonnèrent dans le jardin, se dissolvant dans la lumière du soleil de fin d'hiver. Parfois, le plus beau cadeau de Noël est une famille. Sous la dernière lueur chaleureuse de l'hiver à Riverside, l'histoire de Ruby ne se termina pas par une victoire au tribunal. Elle fut la preuve du pouvoir de la compassion et de la détermination, de ce qui arrive lorsque quelqu'un choisit de défendre ce qui est juste, quelles que soient les menaces, le pouvoir ou le coût personnel. Spencer, autrefois un homme d'affaires reclus, était devenu un mur de protection inébranlable pour une enfant qui ne partageait aucun lien de sang avec lui, simplement parce qu'il avait choisi de voir l'être humain derrière ses yeux effrayés. Ruby, une petite fille qui avait autrefois erré dans les rues, serrant un bouton de manteau comme si c'était son dernier trésor, trouva le courage de faire confiance à un étranger. Ce changement ne vint pas de promesses fleuries, mais de petits gestes constants, une tasse de chocolat chaud, un endroit pour dormir près de la cheminée, une simple assurance, tu as le droit de dire non. Ce sont ces choses apparemment petites qui lui ont ouvert une nouvelle porte, une porte menant à un foyer, pas seulement un abri. Tessa, avec l'innocence que seul un enfant peut avoir, devint le pont entre Ruby et une vie normale, non pas avec de longs discours réconfortants, mais en tendant à Ruby un crayon de couleur et en l'invitant, continue de dessiner. Dans le monde d'un enfant, parfois un seul, simple geste suffit à effacer une part de peur. Et puis, lorsque justice fut rendue, lorsque ceux qui avaient exploité le nom de la famille pour leur propre profit furent finalement mis en lumière, cette histoire laissa un message clair, les liens du sang n'équivalent pas toujours à l'amour. Une vraie famille est bâtie sur l'amour, le respect et la responsabilité. Nous apprenons aussi autre chose, que les blessures les plus profondes ne sont pas toujours visibles. Ruby avait survécu au froid, à la perte, à la solitude, mais ce dont elle avait vraiment besoin pour guérir était un sentiment de sécurité et le sentiment d'être entendue. La leçon ici est la suivante, parfois, la plus grande chose que vous puissiez faire pour quelqu'un est simplement de croire en lui et d'être là quand il a besoin de vous. L'histoire de Spencer et Ruby nous laisse des questions pour nous-mêmes, si vous étiez à la place de Spencer, seriez-vous prêt à ouvrir votre porte et votre cœur à un étranger frissonnant au milieu de l'hiver? Croyez-vous qu'un seul de vos petits gestes pourrait complètement changer le cours de la vie de quelqu'un? Et face au choix entre la sécurité personnelle et la défense de ce qui est juste, lequel choisiriez-vous? Peut-être que tous n'auront pas la chance de sauver un enfant comme Spencer. Mais chaque jour, nous avons tous la chance d'écouter, d'aider, de faire la différence, aussi petite soit-elle. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Si c'était vous, comment agiriez-vous si vous rencontriez une Ruby dans la vraie vie? Partagez vos pensées, car qui sait, votre réponse aujourd'hui pourrait devenir l'inspiration dont quelqu'un d'autre aura besoin demain.